Bonsoir à tous, nous sommes lundi, il est 19 heures, le début de la grande messe du football néo-aquitain LFNA TV comme tous les lundis soirs pour tout savoir sur l'actualité du football amateur et professionnel dans la région. Au programme ce soir, les 32e de finale de la Coupe de France avec l'aventure qui continue pour deux clubs de la région, le Pau FC auteur d'un exploit face à Montpellier et Niort qui a assuré le coup face à Granville. Le National 2 avec la belle remontée d'Angoulême-Charente. Nous serons avec le directeur sportif du club Pierre-Emmanuel Allard. Le National 3 évidemment avec là aussi une belle série, celle de l'US Lèche-Cap-Ferré. Nous aurons avec nous dans LFNA TV l'entraîneur du club Philippe Ollier et puis nous vous proposerons un reportage sur un choc de Régional 1, un choc entre deux équipes invaincues, le FC Choré d'un côté, le FC Bressuire de l'autre. LFNA TV numéro 72, c'est parti. Et on débute avec les 32e de finale de la Coupe de France, comme promis, avec l'exploit du Pau FC, le club de Ligue 2 qui, vous le voyez sur les images, a dominé un club de Ligue 1, en l'occurrence Montpellier, victoire 2-1 grâce à des réalisations de Baswamina et de Georges contre un but de Valère Germain pour le MHSC. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur palois Didier Tolo au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi. Bon, voilà, après, on a joué avec nos armes, hein, on s'est pas livré, on a été compact. Après, je trouve en tout cas intéressant, même à un partout, d'aller chercher ce deuxième but. Voilà, je suis content pour Myron aussi, qui a bossé et qui aujourd'hui est récompensé. Mais voilà, quand on a cet état d'esprit, on devient emmerdant à jouer, je pense. Donc voilà, pour nous c'est quelque chose de bien. Voilà, ça inaugure quelque chose que je veux voir en tout cas tous les week-ends avec cet état d'esprit. C'était Didier Tolo en conférence de presse d'après-match, après cette superbe qualification du Pau FC face à Montpellier. Les images de notre envoyé spécial Christophe Monzier. Il faudra batailler une nouvelle fois face à un club de Ligue 1 pour Pau au prochain tour, puisqu'en 16e de finale, le club du Béarn jouera face au LOSC, le Lille Olympique Sporting Club. Ce sera le week-end du 21 janvier. Ça passe également pour les Chamois niortais qui ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Normands de l'US Granville. Vous le voyez, victoire 3-0 des joueurs des Deux-Sèvres avec notamment un doublé d'Olaïtan. Niort qui va également défier un club de Ligue 1 au prochain tour, puisqu'en 16e de finale, il y aura la réception de l'AJ Auxerre, tombeur de Dunkerque au tour précédent. Ce sera également le week-end du 21 janvier et ce sera du côté du stade René Gaillard de Niort. Pas d'exploit en revanche pour les Girondins de Bordeaux, tombés face à Rennes, club de Ligue 1. Vous le voyez, 2-1 pour les Rennais grâce à des buts de Benjamin Bourigeaud et de Jérémy Doku contre une réalisation de Josh Maja pour Bordeaux qui a terminé la rencontre à 10-11 après l'expulsion de Malcolm Bokele à l'heure de jeu. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guillon, là encore au micro de Christophe Monzi. Et ça fait malheureusement, on n'a pas eu cette opportunité de pouvoir égaliser. Voilà, je suis satisfait pour répondre à la question, surtout du comportement, des attitudes, de l'état d'esprit affiché par mon équipe. Ça correspond très bien aux valeurs que l'on affiche depuis le début de la saison. C'est surtout ça qui m'intéresse et je voudrais qu'on continue avec ces attitudes-là. Et on souhaite évidemment bonne route et au Pau FC et au Chamois niortais, les deux clubs qui vont représenter la région Nouvelle-Aquitaine lors des 16e de finale de la Coupe de France. À noter que les trois clubs de Ligue 2 de la région vont reprendre les affaires courantes dès demain avec une journée de championnat en semaine. Retour sur les pelouses pour Bordeaux, pour Pau et pour Niort. Bordeaux, ce sera du côté de Dornano avec un déplacement à Caen qui est 7e. Bordeaux est pour l'instant 2e derrière le Havre. Pau, 13e, va recevoir Grenoble, 5e. Enfin, gros duel de bas de tableau entre le FC Rodez et les Chamois niortais. Niort qui reste sur 5 matchs sans défaite, toute compétition confondue et qui peut, en cas de victoire, sortir enfin de la zone rouge. Le National 2 maintenant avec 2 matchs en retard de la 7e journée du groupe D qui se sont joués ce week-end. Vous le voyez, 0-0 entre le FC Trélissac et l'Olympique Saumur. Et puis la réserve du SCO Angers a été battue à domicile par Bergerac Périgord qui réalise une très belle opération
au classement. Voici les conséquences de ces 2 résultats sur, le classement, du, national de groupe D. Belle opération, je le disais, de Bergerac, 2e désormais derrière le Gol FC, l'intouchable, leader qui n'a toujours pas perdu cette saison. 3e Vendée-les-Herbiers, 4e l'Olympique Saumur, 5e la Réserve de Lorient, juste devant Angoulême, Charente qui compte, 20 points, 7e Angers, 9e le Stade Bordelais, 10e Chamalières, 11e Moulins-Isère, 12e Romorantin, Trélissac est 14e devant la réserve du FC Nantes et la Lanterne Rouge qui est toujours le FC Vierzon. Je vous le disais, Angoulême-Charente est désormais 6e du classement. Et pour parler de la saison en cours de la CFC, nous sommes avec, dans LFNA TV, le directeur sportif du club d'Angoulême-Charente. C'est Pierre-Emmanuel Allard qui nous rejoint. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Tout d'abord, il est encore, temps de le faire puisqu'on ne vous a pas eu en 2023. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette, nouvelle année qui a démarré il y a maintenant, une semaine. À titre personnel, bien évidemment, avec, la santé et la réussite dans tous vos projets. Et puis à titre, sportif, on vous souhaite, le meilleur pour le club d'Angoulême, Charente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter précisément pour le club? Eh beh, tout simplement donc déjà je vous remercie. Je vous souhaite aussi une très bonne année ainsi qu'à tous ceux qui suivent, LFNA TV et tous les passionnés de football et puis, bah, voilà, ce qu'on peut souhaiter en 2023, c'est de continuer à vibrer chaque week-end comme c'est le cas, hein, tout simplement et puis après pour des vœux un peu plus personnels, c'est-à-dire, voilà, que le club continue à son développement, sa structuration et puis de toute façon on n'est jamais réellement arrivé donc dès qu'on aura atteint un objectif, il faudra en fixer un autre donc voilà, tout simplement de vibrer autour de cette passion. On a vibré pendant cette coupe du monde, on de poursuivre ça, ces émotions qui sont uniques dans ce sport, unique. On va rappeler juste pour la petite précision, pour ceux qui, n'ont jamais eu le plaisir de voir, Pierre-Emmanuel à l'antenne sur, LFNA TV, on a souvent des entraîneurs, on a souvent des présidents, des joueurs dans l'émission. Est-ce que vous pouvez, nous rappeler un petit peu, en quoi consiste votre fonction, Pierre-Emmanuel, celle de directeur sportif? Ouais, avec plaisir, ouais, tout à fait. Donc je suis en charge du sportif depuis maintenant, 1 saison et demie. Après 8 années passées au club, sur le service, plutôt, commercial, sponsoring, communication et autres, que je garde toujours cette casquette aussi, je garde toujours cette casquette-là, accompagné, épaulé de mon équipe. Voilà, aujourd'hui, je suis en charge de ce pôle senior depuis l'arrivée de David Giguel, notre entraîneur et cette entame de ce nouveau cycle et puis on se charge donc de la gestion de ce groupe N2 et R1 plus bien évidemment le recrutement qui est la partie, la plus stratégique et importante de ce pôle et puis voilà, puis l'aspect, structuration et développement du club, pour tendre vers une démarche la plus professionnelle possible, on va dire. Et après ce petit, rappel, de la fonction de Pierre-Emmanuel, on va évidemment, attaquer, cette, année 2023. On vous a souhaité le meilleur. Ça débute plutôt bien parce qu'il y avait un match amical, ce week-end face à une très bonne équipe de National 3 dont on parle régulièrement dans la FNA TV. C'est, l'US, Chauvigny qui réalise, une, très belle saison. Vous vous êtes imposé 4-0 dans ce match, amical. Je sais que c'est, toujours anecdotique, mais quand même, ne pas prendre de but, en marquer 4, ça permet aussi de démarrer la nouvelle année avec, une certaine confiance. Oui, oui, après nous, le résultat là, clairement, on ne le prend pas en compte, hein. Ça reste un match de préparation, un match d'entraînement. Nous, ça nous a permis de faire jouer nos 22 joueurs. On a le bonheur de voir l'infirmerie, presque vide puisqu'il restera encore, Kevin Cardinali et Benoît Bisson pour, de longue date, de par la rupture des ligaments croisés qu'il a eu, en mois de septembre dernier. Donc, voilà, ça a permis de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu à tout le monde après une reprise, à l'intersaison hivernale avec une grosse préparation physique qui a été faite par le staff. Ça a été aussi l'opportunité pour nous d'intégrer nos 2 nouvelles recrues, Mamadou Guirassy au poste d'attaquant et Amadou Koulibaly au poste d'ailier droit. Donc voilà, c'était pour nous, voilà, on est très contents. Les garçons ont bien répondu aux charges physiques qu'ils ont dû ingurgiter du coup durant cette reprise et qui puisait, voilà, il n'y a pas eu de blessure ni rien du tout durant ce match de préparation donc tant mieux, ça va nous permettre
d'aborder cette prochaine journée de championnat contre Trélissac avec quasiment toutes les forces en présence et voilà, et surtout d'être prêt physiquement. On va en parler, dans un instant de ce match face à Trélissac. Certes, un match amical, anecdotique, mais quand même, ça permet aussi de conserver la spirale positive parce qu'on vous avait quitté, sur un mois de décembre, plutôt satisfaisant, je suppose. 0 défaite au compteur. C'est toujours bon de finir, l'année, comme ça, pour pouvoir derrière, démarrer un nouveau cycle. Ouais, c'est le terme, satisfaisant, c'est exactement le terme. C'est comme ça qu'on qualifie notre première partie de saison et ça a été satisfaisant grâce aux 2 dernières victoires où c'était la première fois qu'on enchaînait 2 victoires de rang. Effectivement, le terme de satisfaisant s'y prête totalement. Maintenant, voilà, on n'est pas encore à la mi-temps du championnat puisqu'il reste ce dernier match dans la phase aller à jouer, ce vendredi, à Trélissac. Donc il va falloir, rester dans cette logique-là, dans cette dynamique-là, pouvoir poursuivre une série malgré cette coupure de par la trêve, des fêtes de fin d'année. Donc il est là l'objectif de confirmer et de poursuivre et de réentamer une nouvelle dynamique, et de poursuivre cette bonne série d'invincibilité qui est ô combien importante, avec ce championnat tellement homogène et tellement serré où les séries font vite du bien, comme elles peuvent faire vite du mal quand elles sont négatives, pardon. Donc il est là l'enjeu, il est là l'objectif pour ce prochain match. Il est compliqué, hein, ce championnat, vous l'avez dit, Pierre-Emmanuel. On peut faire un point, classement puisqu'il est presque à jour. Il y a des matchs, en retard qui ont été, joués. Vous êtes sixième. Alors vous êtes à 4 points du podium, mais vous êtes aussi, avec, 6 points d'avance sur, Trélissac qui est l'actuel, 14e. La bascule peut être rapide, hein, dans un sens comme dans l'autre. J'en discutais avec le coach d'Andrézieux, Arnaud Marcantelli, quand on s'est affronté là, fin novembre, début décembre là. On se disait qu'on se retrouve un peu en novembre-décembre comme si on était déjà en mars-avril, avec cette pression, puisqu'effectivement aujourd'hui, il faut regarder, devant, il faut regarder derrière, il faut faire preuve d'une très grande humilité parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se regarder dans les yeux à chaque match, peu importe le classement, peu importe le déficit de points ou l'avance de points qu'il peut y avoir. Donc effectivement, c'est extrêmement serré. Il y a Gaulle qui aujourd'hui fait cavalier seul, aujourd'hui en tête du classement, mais on sait très bien que tout peut aller très 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 vite. Il y a des surprises qui se confirment, qui ne sont plus des surprises, comme Saumur, qui aujourd'hui on les a vus ce vendredi dernier à Trélissac, qui ont obtenu un bon point du match nul au terme de match 0-0. Donc voilà, chaque match après match, c'est pas de la langue de bois, c'est qu'aujourd'hui le championnat national 2 oblige, d'aborder, chaque rencontre, en l'analysant de manière, très individuelle, très à part parce que c'est un combat de chaque journée, quoi. C'est un combat vraiment, chaque journée. Donc il y a ce paramètre Coupe de France aussi qui va venir en compte puisque là, nous, on devait jouer Chamalières le 21, mais sauf qu'ils ont eu le bonheur et on les félicite, de se qualifier pour les 16e de finale de Coupe de France. Donc le championnat, c'est pareil, il va être un peu déréglé parce qu'on n'aura pas tous, le même nombre de matchs joués. Ça va être un petit peu le bazar sur les prochaines journées de championnat, donc il faudra faire attention parce que les matchs en retard, c'est toujours des matchs très compliqués à négocier. Donc voilà, match après match, mois après mois et puis, l'idée, c'est effectivement d'arriver à engranger le maximum de points, de s'éloigner de cette zone rouge et de par l'homogénéité de cette poule, encore une fois, de s'éloigner de la zone rouge, c'est aussi se rapprocher du haut donc à suivre, à suivre. Affaire à suivre. On vous rappelle qu'avec nous dans LFNA TV, c'est Pierre-Emmanuel Allard, le directeur sportif d'Angoulême Charente, qui est sixième du championnat et qui va se déplacer vendredi sur le terrain de Trélissac pour ce qu'on peut appeler une revanche, parce que vous parliez de la Coupe de France, on l'a suivi évidemment avec intérêt dans LFNA TV. On se rappelle de ce scénario un peu frustrant, la défaite au tir au but face à Trélissac. C'est une revanche qui trotte dans la tête des joueurs ou ça n'a rien à voir, c'est le championnat? Alors, je vais faire très attention à ce que je dis parce que j'étais avec, Hervé Louba il y a très, très peu de temps, il y a même quelques minutes. Donc je sais qu'il va utiliser tout ce que je vais pouvoir dire, donc je vais me méfier. Donc non, ce n'est absolument pas une revanche. Non, non, plus sérieusement, effectivement, il y a cette défaite. Après, c'était en coupe, c'était un autre scénario de match, voilà, ils ont ouvert la marque, on leur a répondu par la suite et il a fallu aller au tir au but pour se départager. Mais c'est un autre contexte, une autre compétition, donc c'est bien différent. Aujourd'hui, les 2 équipes ont besoin de points parce que comme on l'a expliqué en amont,
dans ce championnat. Il faut vite enchaîner et vite grappiller des points pour s'acheter un petit peu de confiance tout simplement. Donc avec ou sans ce match de coupe, l'approche sera et restera exactement la même. Oui, puisqu'on rappelle que Trélissac est 14e, mais peut revenir à 3 points de vous en cas de victoire. Eux aussi vont vouloir évidemment bien débuter l'année. On s'attend à un match très solide. Les recrues seront alignées, on suppose, Pierre-Emmanuel? Ouais, tout à fait, tout à fait. Nos recrues seront disponibles, elles sont à la disposition de notre coach. Donc ensuite, voilà, chez nous, c'est pas parce qu'on est une recrue que forcément on a une carte, d'immunité pour, s'imposer aussitôt sur la feuille de match. Donc il va falloir s'arracher à chaque entraînement pour ça. Donc voilà, elles sont en tout cas, les recrues sont éligibles, pour la prochaine, journée de championnat. On a parlé des recrues, le téléphone, sonne, je suppose, en ce moment et puis vous en servez, aussi. Pierre-Emmanuel, il y a des joueurs convoités, chez vous? Il y a des il y a des joueurs à qui il faut mettre les menottes ou pas? Alors, non, on a le bonheur d'avoir un super groupe, qui du coup les garçons, comment dirais-je? Les garçons, sont bien avec nous. Aujourd'hui, on a un objectif commun, donc tout le monde est concentré là-dessus et c'est un objectif plus collectif qui servira forcément les intérêts individuels et tant mieux. C'est aussi ça aussi le rôle de nos clubs. Mais aujourd'hui, non, non, tout le monde est bien concerné, pour le club et avec le club et pour l'objectif du club. Donc non, non, ça va. Nous, de notre côté, on réfléchit encore à faire une dernière recrue, plutôt sur le secteur défensif. Donc effectivement, le téléphone, est de rigueur encore jusqu'au 31 janvier et la date de clôture du mercato. Et en tout cas, on vous souhaite, le meilleur et on embrasse au passage Hervé Louba pour ce match qui va être, très intéressant évidemment vendredi. Le fait que ça soit un vendredi 13, vous êtes pas superstitieux, Pierre-Emmanuel? Je suis ultra superstitieux. Donc on croisera les doigts, on fera tout ce qu'il faut. Enfin voilà quoi, ceux qui nous connaissent le savent et puis David, mon coach, c'est pas beaucoup mieux au niveau de la superstition donc donc voilà, on fera le nécessaire pour se donner, le maximum de chance. Bon, on change rien aux habitudes, alors on garde la Exactement. même tenue qui fait gagner, on garde tout et en tout cas, on vous souhaite un bon match et une, bonne deuxième partie de saison. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, comme d'habitude, d'avoir, accepté l'invitation d'LFNA TV et avec le sourire. Merci. Avec grand plaisir, merci à vous de toujours nous porter de l'intérêt. Merci beaucoup. C'était, Pierre-Emmanuel Allard, le directeur sportif d'Angoulême, Charente, désormais 6e. On va vous donner, le calendrier de la 15e journée du groupe D de National 2. Ça va se disputer à partir de vendredi avec, Bergerac, Périgord qui va accueillir Andrézieux, Boutéon à 19h30 dans le même temps. Derby 100% Nouvelle-Aquitaine entre Trélissac et Angoulême, Charente. Et puis samedi à 18h, attention, le FC, Chamalières, auteur d'un exploit en Coupe de France, qui va recevoir le Stade Bordelais. On passe maintenant au National 3 avec là aussi un match en retard qui s'est disputé ce week-end. C'était un match de la 9e journée qui se jouait samedi. Match spectaculaire, 6 buts au total et belle victoire de l'USLH Cap-Ferré, 4-2 face à la réserve des Girondins de Bordeaux. 4 buts en 78 minutes pour les joueurs de l'USLH Cap-Ferré avant le réveil des Girondins. Le résumé de cette rencontre prolifique et spectaculaire avec Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 3 entre l'US Lèche Cap-Ferré et les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 9e journée. Il ne faut pas longtemps pour les Légeois Ferré-Capiens pour se mettre en évidence dès la 2e minute de jeu. Sur un centre au second poteau, Thomas Luga va remettre instantanément à Lucas Albert qui ouvre la marque en faveur des locaux. Bien lancés, les hommes de Philippe Ollier vont insister sur une frappe de El Also. David Rouillard s'illustre avec une belle claquette pour repousser le danger. Mais les Girondins veulent revenir dans la partie et suite à une action jouée côté gauche, Avant Essiena est fauché dans la surface par Thomas Penava. L'arbitre siffle logiquement un penalty. Le numéro 10 bordelais va vouloir se faire justice lui-même, mais Lorim Tiafouka part du bon côté et réalise une super parade pour garder sa cage inviolée.
Les Marinés blancs continuent d'insister et après un bon travail solitaire, Julien Vétro va réaliser une frappe légèrement déviée qui trouve le montant des cages adverses. Mais concentré sur leur objectif, l'US Lèche Cap Ferré va récupérer un bon ballon. Thomas Louga va rentrer dans la surface et frapper, mais Davy Rouillard veille au grain. Sur une action anodine, Mathias De Amorim va glisser. Lucas Albert récupère le ballon et va ajuster Davy Rouillard d'un intérieur du pied. Fin de cette première période sur le score de 2-0 pour les Légeois Ferré Capiens. Au retour des vestiaires, le rythme va baisser d'intensité, mais l'US Lèche Cap Ferré va persister et signer. Sur un long ballon dans la profondeur, El Hadjo est stoppé irrégulièrement dans la surface et l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est le capitaine Thomas Penalva qui se charge de la sentence. Il va prendre le gardien à contre-pied pour le 3-0. Nous sommes à la 78e minute de jeu et sur une action rondement menée, Zachary Martin va frapper mais trouve le montant. Dans la foulée, Clément Allan contrôle et frappe pour le 4e but dans la cacophonie générale. Mais les Girondins veulent sauver l'honneur et Vétro va lancer Haruna Jamal qui sert Johaneko Louis-Jean qui réduit la marque. Dans une fin de match complètement folle, les hommes au scapulaire insistent sur le côté droit avec Haruna Jamal qui efface son vis-à-vis avant de donner le ballon à Mathias De Amorim qui sert en retrait Julien Vétro qui va inscrire un second but en quelques minutes pour rendre cette défaite moins sévère. Fin de cette rencontre et c'est l'US Lèche Cap Ferré qui s'impose 4-2 contre les Girondins de Bordeaux. Et vous l'avez vu au début de ce résumé signé Florian Sabatier, le bel hommage des Girondins de Bordeaux à Ruben Cutran, ancien joueur du centre de formation des Girondins, malheureusement décédé à l'âge de 20 ans. La rédaction d'LFNA TV a une grosse pensée pour sa famille et pour ses proches. Conséquence de ce match en retard au classement du National 3, l'US Chauvigny est toujours leader, bien évidemment, avec 23 points devant le FC Libourne et les Genêts d'Anglet. Mais belle opération de l'US Lèche Cap Ferré qui se replace à la 7e position à 3 points seulement du podium. La réserve des Girondins, elle, est 4e avec 18 points dans le bas de tableau. On retrouve à la 12e place l'Aviron Bayonnais FC, à la 13e place l'US Guérétoise et à la 14e le Stade Montois. L'US Lèche Cap Ferré qui se replace donc à 3 points du podium. Et pour parler de cette belle série et de la forme rebondissante de ce club de l'US Lèche Cap Ferré, nous sommes avec l'entraîneur du club, c'est Philippe Ollier qui nous rejoint dans LFNA TV. Bonsoir coach. Bonsoir. On vous avait eu Philippe Ollier en fin d'année 2022, donc comme on est encore dans les temps, je vous souhaite une excellente année 2023 à vous bien évidemment, mais à tout l'ensemble du club de l'US Lèche Cap Ferré, que les objectifs soient atteints, que la santé soit là pour le staff, pour les bénévoles, pour les joueurs. Bref, on vous souhaite le meilleur de la part d'LFNA TV pour 2023. Ben, merci beaucoup. Et puis, pareil, je vous le retourne. Et puis, longue vie à l'émission LNFA TV. Et puis, continuez comme ça à faire parler les coachs et les clubs, c'est super. Et l'année débute plutôt bien pour vous, Philippe, puisque quand on vous avait eu en fin d'année 2022, on avait promis un petit peu qu'on allait se rappeler si jamais il y avait victoire face à la réserve des Girondins. Victoire, il y a eu. Ça fait 3 victoires consécutives, une série qui vous permet de vous replacer et puis d'aborder 2023 avec les Crocs, je suppose. Alors oui, déjà on est sur une série de 5 matchs sans défaite, donc ça c'est très intéressant parce que j'ai regardé hier justement et aujourd'hui il n'y a que Libourne, Chauvigny et Anglet qui ont réussi à faire ça, donc ça veut dire qu'on n'est pas si mal que ça et surtout qu'on évolue et on continue à progresser, donc ça c'est ce qu'on recherchait. Avec une belle victoire, je le disais, contre la réserve des Girondins. Victoire
4 buts à 2, on a vu le résumé grâce aux images de Florian Sabatier. Entame de match idéal, je suppose, forcément, quand on marque dès la deuxième minute, qu'on mène 4-0 à la 78e, l'entame de match, le scénario était parfait. Oui, oui, le scénario est très bien. Et en plus, encore une fois, comme on en a discuté hors antenne, moi j'ai un outil donc de statistiques et justement j'avais montré aux joueurs qu'on avait une difficulté à rentrer dans les matchs puisqu'on était à 0 but mis sur le premier quart d'heure et après on avait une certaine progression sur l'ensemble du match. Et pareil au niveau des buts pris. Et au final, en montrant ça et en expliquant les choses comme il faut, j'ai demandé aux joueurs de se concentrer encore un peu plus. On a mis d'autres critères avant le match pour être plus concernés, plus concentrés dans le match, à l'entame du match. Et oui, ça a payé très très rapidement. Donc ça montre peut-être qu'il faut le recommencer et puis que ces petits critères ou ces petits détails sont importants sur le match. 4-0 à l'heure de jeu. Par rapport à vous qui êtes un coach perfectionniste, est-ce que le logiciel vous a alerté là, pour ces 2 buts pris en fin de match? C'est un petit bémol ou malgré tout vous retenez surtout les 4 buts marqués et la victoire? Alors c'est bien parce que c'est marrant parce que c'est vrai que c'était un des critères des Girondins. C'est une équipe qui finit fort. Et donc, centre de formation qui s'entraîne plus que nous et qui a des jeunes donc comme nous, on va dire, mais qui ont peut-être une motivation plus ancrée pour vite aller sur les Ligue 2, sur la Ligue 2 avec le groupe pro. Donc, ils ont d'autres objectifs en tête, peut-être nous, même si les nôtres en ont. Je pense qu'eux, c'est encore plus clair. Oui, oui, c'était prévu, même si c'est de notre faute, parce qu'il restait que 2 minutes, 3 minutes de jeu et on se prend ces buts qu'on peut vraiment éviter. Et c'était un relâchement. Et en même temps, j'ai fait des changements par rapport à des joueurs qui étaient en reprise. Si je parle de Louis Zietek, par exemple, ça faisait 5-6 semaines qu'il n'avait pas joué parce qu'il avait eu le Covid. Donc lui, il avait vraiment repris que la semaine-là, avant le match. Donc on va dire qu'à l'heure de jeu, je voulais pas faire des blessures, surtout qu'il y avait déjà 3-0 et après 4-0 dans la foulée. Donc j'ai pris aucun risque. Donc mes 5 changements ont été effectués et les Girondins ont fait leurs changements vraiment sur les 5 dernières minutes, 10 dernières minutes. Et ben, ils ont compris que ça passait un peu de ce côté-là, à droite. Et puis voilà, ils ont de la réussite parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs de notre part ou des duels perdus qui ne doivent pas être perdus et des fautes d'inexpérience qui peuvent être faites en amont. Vous parlez de l'inexpérience de certains, c'est aussi votre projet. Vous nous l'aviez confié en fin d'année. Beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel que vous aimez aussi modeler. Le symbole, c'est Lucas Albert d'ailleurs qui s'offre un doublé. Là aussi, ça doit vous faire plaisir que les jeunes continuent de répondre présent. Oui, oui, alors que ce soit Lucas ou les autres, c'est vrai que Lucas avait un manque de réussite sur la première partie de saison. Et à l'inverse de par exemple de José Yoro ou d'autres joueurs. Mais on n'était pas très efficace dans la finition, malgré le nombre d'occasions franches qu'on avait. Et là, c'est vrai que sur les derniers matchs, on s'est retrouvé avec pas mal d'occasions qu'on ne mettait pas. Et sur ce match-là, Lucas a été à la finition d'une très très belle occasion sur le premier but. Et le deuxième, c'est un vrai but d'attaquant où il est à aller chercher les défenseurs. Et puis le défenseur fait une erreur avec le gardien, les deux ils glissent. Et au final, il saisit l'opportunité. Et là, on voit bien que c'est un vrai neuf de finition. Et donc, tant mieux pour lui, il débute bien l'année. Et à lui d'aller chercher des buts. Et à nous de l'aider à aller en chercher. Et on espère qu'il ne va pas être trop surveillé et convoité, parce qu'on le sait, vous avez pas mal de joueurs surveillés par les autres clubs. C'est une victoire qui vous permet, mine de rien, Philippe, de vous replacer. On en parlait, hein, fin d'année, il y avait un beau coup à faire aussi au classement en cas de victoire. Vous êtes 7e, mais à seulement 3 points du podium. L'objectif, ça devient quoi, là, Philippe, pour 2023? Ça change pas? Alors, on va dire que l'objectif personnel, moi, je sais où je veux aller. Je vous l'avais dit déjà au dernier entretien. Les joueurs, par rapport aux entretiens qu'on a fait avec eux, ils sont bien dans la même optique que moi maintenant. Ils ont bien compris qu'on pouvait continuer à s'améliorer. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, nous, depuis le début, un maintien, pour moi, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Donc aujourd'hui, moi, je suis toujours ambitieux quand je prends une équipe ou quand des joueurs viennent. Et mon objectif, c'est que les joueurs progressent. Et comme je l'ai dit, le premier tiers, on se découvre, on apprend de nos erreurs. Deuxième tiers, on travaille pour corriger les erreurs et améliorer les défauts et les qualités. Et dernier tiers, les joueurs doivent maîtriser leur sujet.
Donc pour l'instant, on va dire qu'on est dans les clous de ce qui est prévu. Et après, c'est à nous de jouer. Et en tous les cas, voilà, content que ça fasse parler, content qu'on voit des jeunes qui n'étaient pas au niveau être au niveau, content de voir que des clubs comme des clubs comme Lorient, comme Pau s'intéressent à des joueurs comme nous, comme Camper qui est parti à Monaco. Donc tout ça, c'est des bons points pour les jeunes et pour les joueurs. En plus, on a récupéré Matteo Eper et Tom Lassalle. Donc ça amène de la concurrence qu'on n'avait pas offensivement. Donc je pense que c'est l'année 2023 débute bien. Maintenant, attention, il ne faut pas oublier l'année dernière. On avait débuté par les Girondins, on avait gagné aussi les Girondins et on avait eu 7 matchs sans victoire derrière. Donc après, les scénarios de la saison étaient différents. Donc vu qu'il y a ça en tête, d'avoir pris les 2 buts en fin de match, je pense que c'est bien pour moi et pour mon équipe. Ça permet de remettre tout le monde. Parce qu'on aurait gagné 4-0, je pense que ça aurait pu être différent. Là, 4-2, c'est bien. Au moins, on peut dire attention. Petit rappel à l'ordre, effectivement, juste avant un match pas évident à venir sur la pelouse de Neuville, parce que Neuville, certes, n'a plus gagné depuis le 12 novembre dernier, mais Neuville avait montré de très belles choses en début de saison. C'est une équipe qui va vouloir forcément se reprendre à la maison en ce début d'année. Ça va être un gros duel pour vous en perspective. Oui, surtout que l'année dernière, on a été très très surpris par Neuville, parce qu'ils s'étaient pas super bien classés. Et nous, on était dans une phase de progression qui montrait qu'on était en train de vraiment d'aller chercher le maintien. Et Neuville a un terrain qui, à la base, ils ont un terrain en herbe qui est normalement celui dont ils devraient jouer. Mais Neuville a pris pour habitude qu'ils se sont aperçus que l'année dernière, ils ont fait une belle saison à partir du moment où ils ont été joués sur le synthétique. Donc du coup, ils renvoient toutes les équipes et tous les matchs sur le synthétique. Et le synthétique est assez spécial. Alors avec un mur qui est pas loin, alors tout est homologué, je suppose. Mais c'est vrai qu'à jouer, quand on y joue pour la première fois, ça change vraiment au niveau du jeu. Les joueurs sont pas habitués à avoir un mur comme ça autour. Et c'est vrai que ça change la donne. Et Neuville maîtrise bien son sujet sur son terrain. Donc on va essayer d'y aller avec nos armes en étant malin. On va prévoir un scénario. Et les stats vont m'aider à prévoir ce scénario-là. Et puis après, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai des idées en tête. En tous les cas, on va essayer de faire quelque chose. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc, On va y aller évidemment avec l'envie de continuer la série du côté de l'US Lège Cap Ferré. Les logiciels dont vous vous servez et que vous avez conçus, Philippe, tiennent en compte la spécificité là, du synthétique? non, mais quand on regarde les stats, après, il faut savoir, les stats ne servent pas toujours. L'argument n'est pas de dire, ouais, j'ai des stats. Le tout, c'est de savoir lire les stats. Et encore une fois, le logiciel a été fait donc, par des entraîneurs et dont moi. Et l'idée, c'est de surtout savoir exploiter les statistiques pour permettre de faire des scénarios. Il y a des choses qui ressortent, qui sont assez flagrantes et souvent liées à la partie athlétique ou à la partie de la saison. Ils sont sur des temps forts ou des temps faibles. Et le logiciel compare l'attaque à l'extérieur contre la défense à domicile, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, on a des infos que d'autres n'ont pas parce qu'ils ne vont pas au bout de l'exploitation de données ou tout comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est des bons points. Après, je dis pas que c'est ça qui fait tout, mais ça aide à prévoir des scénarios et je trouve que pour l'instant, on est assez dans la réalité de ce qui est prévisible. Et en tout cas, on vous souhaite, Philippe, le meilleur pour cette année 2023 qui a déjà bien débuté pour votre équipe de l'US Lège Cap Ferré. On vous retrouvera évidemment. On essaiera d'envoyer Florian Sabatier faire un reportage sur ces différents logiciels. Et puis, je crois qu'on va venir faire un tour du côté de Lège Cap Ferré pour se plonger au cœur de la famille Rohr, parce que vous avez un supporter en Oui, or là avec Garnot Rohr et vous avez peut-être une future joueuse intéressante avec sa fille. Donc on va venir surveiller tout ça, c'est Philippe. ça, ouais. Oui, il y a pas mal de monde à venir. C'est ça qui est bien à Lège, c'est qu'il y a une population et un public. On tourne en moyenne entre, on va dire, à part là en hiver quand il pleut vraiment, on a pratiquement 200 personnes, mais sinon c'est entre 300 et 600 spectateurs. Et oui, Garnot Rohr est souvent là et il aime bien venir voir Lège, défendre Lège. Le jeu lui plaît, donc tant mieux pour lui et pour moi. Ça montre que on fait des choses sympas. Et puis après, il a toute sa famille, sa petite fille qui est là. Et à Lège, il y a pas mal d'anciens joueurs qui sont dans le coin et qui viennent voir les matchs. Et n'hésitez pas à aller voir les matchs de l'US Lège Cap Ferré de Philippe Ollier qui était notre invité et que l'on remercie chaleureusement encore une fois d'avoir pris un petit peu de temps pour LFNA TV. Merci Philippe. Merci à vous. C'était Philippe Ollier, le coach de l'US Lège Cap Ferré. On passe tout de suite
au Régional 1 avec évidemment un choc ce week-end qui nous a intéressés. C'était du côté du stade municipal de Choré dans le district des Deux-Sèvres. Il y avait un match entre deux équipes toujours invaincues. D'un côté le FC Choré, de l'autre le FC Bressuire. Au milieu de tout ça, la caméra de notre envoyé spécial Touamine Assiri. Reportage tout de suite avec ce choc Choré-Bressuire. Le derby en Deux-Sèvres du premier contre le second de R1, c'est le FC Choré qui reçoit le FC Bressuire avec pour but de recoller encore plus au classement pour cette deuxième partie de saison. Donc le club de Choré compte un peu plus de 22 équipes, donc 4 équipes seniors, 2 équipes en district, 2 équipes en région, donc R1 et R2. On a des ententes féminines parce que c'est compliqué d'avoir des équipes féminines en part entière. Donc on se met en entente avec le club de Selles, de l'Avenir de l'Autise, des Chamois. Donc voilà, on a à peu près une trentaine d'équipes et on a une équipe de sport adapté. Ça, je tiens à le dire quand même. On fait passer les diplômes à tous les éducateurs et ceux qui ont envie même de progresser dans les diplômes, on fait tout pour les faire passer au diplôme supérieur. On ne se freine pas par rapport à ça. De retrouver cette N3, mais on se laisse le temps et les moyens de le faire. On ne veut pas griller les étapes. Là, cette année, on ne pensait pas être à cette place-là. Donc là, c'est plus que du bonheur. Donc là, le match de ce soir, justement, est un premier tournant, même si ce n'est pas le match décisif. Mais ne pas le perdre serait bien déjà. Bonsoir à tous, et puis merci de nous mettre un petit peu en lumière à travers cette vidéo. Au niveau de l'école de foot, le maître mot du FC Choré, c'est le plaisir. L'objectif principal, c'est que nos enfants, quand ils arrivent dans nos infrastructures, ils viennent avec la banane. Et après, dans un second temps, c'est vraiment faire travailler les fondamentaux par rapport au niveau de chacun. Alors le club, dans sa globalité, est composé d'environ 500 licenciés, ce qui est énorme. Je souhaite que tous nos licenciés continuent à prendre du plaisir, qu'on garde cet esprit familial, qu'on redynamise un petit peu cette saison. Et vraiment, moi, je prends du plaisir à être là tous les jours parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de bénéfique quand j'arrive au stade. C'est une chance d'être ici et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Le coup d'envoi est donné par le FC Choré pour cette première période. Les premiers à se porter dangereux sont les visiteurs. Le ballon mal ressorti des locaux et c'est une première frappe qui n'inquiète pas le portier de Choré. La réaction des locaux ne se fait pas attendre, mais la frappe n'est pas cadrée. C'est du coup sur coup Abdoul Diaby sert bien son capitaine Romain Robert qui voit sa frappe au-dessus du cadre. À la 20e minute, sur une action offensive du FC Choré, la défense adverse tente de dégager, mais c'est Eddy Foulon qui dribble et tant bien que mal adresse une passe à Haris Alik qui se l'amène bien sur le pied gauche et trompe le gardien du FC Bressuire et permet à son équipe de mener dans cette première période 1-0. On continue de pousser du côté des locaux, mais la frappe d'Hicham Trachi n'est pas cadrée. Pendant ce temps-là, c'est un déluge de pluie qui s'abat ici du côté de Choré. C'est sur un excellent débordement et centre des hommes de Jérémy Delaine qui sont tout près d'inscrire un deuxième but. À la 37e minute, c'est Enzo Magalès qui trouve Léo Leray et qui tente un geste exceptionnel des 25 mètres et lobe le portier du FC Choré et permet au FC Bressuire contre toute attente d'égaliser ici à Choré, juste avant que l'arbitre Tanguy Floz envoie les deux équipes au vestiaire avec le score de parité 1-1. De retour sur le terrain, c'est les visiteurs qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Le FC Bressuire entame bien cette deuxième période sur ce coup franc qui finit dans les bras de Benoît Blancheton sans vraiment l'inquiéter. Encore une fois, sur une belle série de passes, les visiteurs sont tout près de tromper le gardien adverse. Le jeu des deux côtés est égal, sans de réelles occasions dans cette seconde période. À la 88e minute, le coup franc de Romain Robert manque de peu le cadre du portier des locaux. Les duels sont rudes en milieu de terrain, mais aucune des deux équipes n'arrive à trouver les filets du but. Et tout ça sous l'œil de l'arbitre qui siffle la fin du match sous ce score de parité 1-1.
Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, hein. C'est un match de reprise. On a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup de rythme, d'intensité. On a eu l'occasion de marquer. On aurait pu en mettre un ou deux autres derrière. Ou du moins on a eu des situations pour essayer de marquer le deuxième but. Bressuire a égalisé en fin de première mi-temps sur une petite erreur d'inattention de notre part, de placement. Après en deuxième mi-temps ça a été un peu plus haché dû à l'état du terrain, la fraîcheur physique. Bon voilà, je pense que c'est un match nul équitable pour les deux équipes, même s'il y a un petit peu de regret sur la première mi-temps. Oui, c'est un bon résultat. Je pense que voilà, aujourd'hui on était venu quand même pour essayer de prendre les 3 points. Mais on est tombé face à une belle équipe de Choret qui a de très bons joueurs, qui je pense que sur le début de match ou la première mi-temps méritait peut-être d'être devant au score, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, le match nul est équitable des deux côtés. On a mieux fini qu'eux, je pense, physiquement, techniquement on était un peu mieux qu'eux. Mais voilà, il ne faut pas oublier aussi la première mi-temps où ils ont eu une barre, quelques occasions. Donc je pense que voilà, le match est équitable pour les deux équipes. C'était le reportage de Touamine Assiri et vous l'avez constaté, les deux équipes restent invaincues. La série continue et d'un côté pour le FC Choret, de l'autre pour le FC Bressuire. LFNA TV, c'est désormais terminé. Vous pouvez consommer cette émission en replay si vous avez manqué une partie de l'émission. Ça se passe sur la page YouTube de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine ou alors sur notre site internet na.media, émission qui sera rediffusée également ce soir à 21h sur NaTV, canal 30 de votre box. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission, Touamine Assiri et Florian Sabatier à l'édition. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour le 73e numéro d'LFNA TV. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, le foot, professionnel ou amateur, ça reste un jeu.